Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts. La suite des experts avec toujours nos trois invités en plateau. Augustin Londier, professeur à HEC, Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE et Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. On va parler de la réforme des retraites. Emmanuel Macron pourrait finalement la remettre sur son agenda avant l'élection présidentielle. On va commencer avec vous, Eric Heyer. Tous les syndicats sont contre, le MEDEF également. Oui, je pense qu'ils sont contre, alors que certains syndicats étaient pour. La CFDT notamment. La CFDT, donc parce qu'il y a tout de même la conjoncture qui doit être prise en compte. C'est-à-dire que globalement, il faut quand même rappeler, il y avait trois réformes des retraites dans la réforme des retraites. Il y avait la réforme où on fusionnait tous les régimes. D'accord. Le deuxième, c'était on passait de l'annuité au point. D'accord. Et donc ça touchait encore deux personnes. Et il y avait un peu de paramétrique avec l'âge pivot. Avec l'âge pivot, et donc c'était un peu trois réformes pour gagner aussi un peu quelques milliards, parce qu'il y avait un déficit qui était annoncé par le Conseil d'orientation des retraites. Et donc moi je pense que ces trois réformes sont intéressantes. La dernière qui est, moi pour les déficits ça m'empêche pas de dormir, mais en revanche un système de retraite ça doit être financé, ça peut pas être financé par du déficit. Il faut qu'effectivement on a décidé de faire de la répartition, et donc c'est les actifs d'aujourd'hui qui financent pour les retraités d'aujourd'hui, et on ne doit pas laisser cela en déficit. Donc, que l'on réfléchisse à est-ce que ce déficit est conjoncturel ou structurel, ça c'est la bonne question. Aujourd'hui, on ne peut pas le trancher. Même le Conseil d'orientation des retraites a beaucoup de mal à le trancher parce que, on a parlé dans la première partie de la conjoncture. Oui, mais bien malin celui qui est capable de dire est-ce quelle a l'incidence de cette crise sur la structure de notre économie. Est-ce qu'on va perdre 2 points comme nous l'annonce un peu tout le monde? Vous voyez, le Conseil d'orientation des retraites part de cette hypothèse-là. Mais vous êtes en train de me dire que les chiffres qui ont été annoncés cette semaine par le Conseil d'orientation des retraites, il faut quand même les prendre avec une... Non mais c'est oui et non, c'est-à-dire que le court terme, on peut le regarder, mais après, c'est des questions intéressantes. Mais oui, moi, ce qui m'ennuie là dans tous ces rapports qui sortent, mais c'est le rapport Arthuis, c'est le Conseil, c'est qu'on part, et même quand vous regardez le dernier projet de loi de finances, on part de l'hypothèse qu'on va perdre 2 points de croissance. Que cette crise va avoir comme incidence 2 points de PIB en moins. Mais d'où sort cette hypothèse? D'où sort cette hypothèse? Je vous le dis, ça sort de l'hypothèse, il s'est passé cela en 2008. Oui, mais c'est pas la même crise que 2008. Vous voyez? Et donc, c'est sûr que si vous partez de cette hypothèse-là, on perd 2 points. À jamais. Le système de retraite, il va être déficitaire. Donc, il faut faire une réforme. Oui, les États-Unis partent pas sur ce principe-là. Ils disent non, il n'y aura pas de perte liées à cette activité, et donc on met tous les moyens pour justement éviter cette perte. Donc il y a du volontarisme que j'aimerais bien voir aussi en Europe et en France, en disant mais non, on va faire les plans compétences, on va faire de l'investissement dans un certain nombre de secteurs qui sont extrêmement productifs, donc on va pas perdre cela. Et vous voyez, si on arrive à montrer que globalement le déficit n'est que conjoncturel, alors il n'y a pas de réforme paramétrique à prendre de ce point de vue-là. Mais moi, je dis qu'il est vraiment urgent d'attendre. Essayons. Aujourd'hui, il n'y a pas le feu au lac entre nous. Les déficits il y a les taux d'intérêt. Donc, faisons le bon diagnostic. Une fois qu'on a fait le bon diagnostic, on se dit oui, il faut que le structurel doit être financé. Et donc, la réforme paramétrique pourra être menée. Ensuite, si on dit c'est l'âge on ne travaille pas assez en France et qu'il faut augmenter le taux d'emploi des seniors, prenons des mesures pour augmenter le taux d'emploi des seniors, sans avoir à dire c'est parce qu'on a une faillite de notre système des retraites. Augustin, Emmanuel Macron qui visiblement veut renforcer le costume du président réformateur avant l'élection, est-ce qu'il risque pas de griller une cartouche finalement avec une réforme à minima qui aurait une portée peut-être plus limitée? Bon, je pense pas. Enfin, je pense qu'effectivement que c'est plutôt de la communication. Je pense que tout le monde a envie de reporter ça en début du prochain mandat présidentiel et d'avoir un débat, de faire le point à ce moment-là. Je pense qu'en termes de marketing politique, c'est continuer à s'afficher comme réformiste, dire c'est pas lui qui refuse d'obstacles, c'est les autres, quoi. Lui, il voudrait y aller, les autres le retiennent. Et puis, ça peut être aussi un peu l'occasion d'un mea culpa. C'est-à-dire que je pense qu'en termes de marketing, il y a une demande assez forte de voir Macron faire des mea culpa. Et donc, c'est un peu l'occasion de dire, vous savez quoi, je me suis trompé là-dessus. Ouais, il n'a pas dit je me suis trompé, il a dit c'était trop ambitieux et trop complexe. Ouais, je sais, faudra que ça prenne la forme
réforme, d'un mea culpa pour que ça soit politiquement utile pour lui. Mais en tout cas, voilà, moi je suis pas un politologue, hein, mais je vois bien que ce qui se joue, c'est plus des questions de campagne électorale et de marketing. Je pense pas effectivement qu'une grande réforme puisse avoir lieu maintenant. Le timing est pas le bon à la fois politiquement et puis, comme le disait Eric, économiquement, il faut attendre que la poussière retombe un peu pour savoir où on en est. On sait pas du tout où on en est pour l'instant. Puisqu'on parle d'une hypothétique réforme après les présidentielles, on peut peut-être parler du projet de Marine Le Pen, retraite à 60 ans. Ah, ça, j'ai pas Économiquement, lu. Il y a un programme qui est déjà sorti. Je sais pas. Elle a exprimé dans des interviews son souhait de ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Bah là, ce qui serait intéressant, c'est de voir vraiment si au fond d'eux, les Français pensent que c'est plausible ou pas. Moi, je pense pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réalisme en fait chez les gens. Après, ils veulent pas être les dindons de la farce et se faire avoir dans une renégociation des engagements qui avaient été pris. Donc ça, c'est une posture de négociateur. Mais j'ai pas du tout l'impression que les gens soient complètement irréalistes. Mais bon. Là, c'est une question un peu de sondage et d'ausculter un petit peu les croyances des gens. Mais je connais personne qui pense que c'est plausible. Jérôme, à quoi joue Emmanuel Macron ? Sur cette annonce de réforme des retraites, mon hypothèse personnelle, c'est qu'il ne se passera rien avant la fin du quinquennat. Que ça lui permet juste, c'est un morceau de communication politique pour dire à la population, je suis toujours dans une logique, un élan réformateur, et donc si je suis réélu, je poursuivrai cet élan réformateur. C'est ce qu'il cherche à gagner en opinion. Puis je pense qu'il y a un deuxième sujet, c'est qu'il représente aussi institutionnellement un pays qui a des comptes à rendre à ses partenaires. Et que donc, en affichant cet élan réformateur, même sans le mettre en œuvre dans les mois qui viennent, et en le réservant pour un quinquennat suivant, il affiche quand même à la face du monde que la France ne va pas continuer à être le mauvais élève en termes de dépenses publiques, qu'elle va faire attention à la poursuite de l'assainissement de ses finances publiques, les retraites étant le principal dossier d'assainissement des finances publiques qu'on a, avec celui des collectivités territoriales. Avec peut-être un dommage collatéral sur la confiance et donc la consommation. Alors oui et non, c'est-à-dire que peut-être que finalement l'alignement de planète n'est pas si mauvais que ça. On a dit qu'il y avait, il y aura 160 milliards d'épargne, de surépargne accumulée par les ménages français. C'est peut-être justement le bon moment de le faire. Alors on a plein de propositions pour le gouvernement s'il veut. On peut aller plus loin sur Pacte et les produits d'épargne retraite pour essayer les 20% qui n'iront pas, comme l'OFCE le souhaite, doper la croissance au-delà des prévisions dans la consommation. On pourrait aussi le recycler en épargne longue, en remontant les plafonds de déductibilité fiscale pour pas mal de populations, y compris les plus modestes, pour développer de l'épargne retraite. Et ça irait dans l'investissement productif, ce serait une bonne idée. Et donc peut-être que le moment, en fait, pour agiter cet épouvantail qui généralement est générateur d'un comportement d'épargne excédentaire, comme l'épargne est déjà là, c'est peut-être juste un problème de les faire sortir de sous les matelas et des comptes en banque et des livrets pour la mettre en investissement productif avec une vraie protection complémentaire de nos régimes par répartition qui sont très élevés en France, plus élevés que la moyenne de l'OCDE et qui vont rester le socle de nos retraites, c'est clair. Et justement, Eric, vous pensez que les Français vont être plus enclins à dépenser leur épargne accumulée pendant la crise sanitaire si on leur dit qu'on aura des décisions difficiles à prendre cet été ? Le problème de cette épargne, d'accord, qui est de 163, c'est qu'elle n'est pas répartie équitablement dans la population. Alors là aussi, il faut être très prudent, on n'a pas encore le diagnostic, mais le CAE nous a quand même un peu donné une première photographie. Vous voyez, à peu près les 70% sont concentrés dans les 10% les plus riches. Donc attention, c'est pas et la réforme des retraites, vous voyez, c'est quand même très inégalitaire, surtout si vous touchez l'âge. C'est-à-dire que nous, on est sans doute dans les 10% les plus riches, on a sans doute dû épargner et travailler jusqu'à 65 ans ou 67 ans, ça nous fait pas peur. On est quand même dans des travaux qui sont pas trop pénibles. Vous voyez, si vous avez commencé par contre très tôt, si vous êtes dans les ménages modestes, là vous avez désépargné pendant cette crise parce que c'est ce que nous dit la première analyse du CAE. Donc attention. Et si là-dessus vous dites on fait la réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire que si vous tombez au chômage, vous avez moins de droits, dégressivité aussi un peu pour les cadres. Si et il va falloir travailler un peu plus longtemps. Si vous dites attention, les retraites, on va passer, c'est ce que nous dit le corps, on met 14 points de PIB aujourd'hui les retraites, mais déjà sans rien toucher, sans faire aucune autre réforme, on descendrait jusqu'à 12 points de PIB alors en 2070, mais on serait à 13 points de PIB dès 2035. Donc attention, alors qu'on va être de plus en plus nombreux à la retraite. Ça veut dire qu'on va moins, les pensions vont diminuer. Ça, c'est déjà la réforme Touraine et la réforme Balladur, quand vous désindexez les pensions des salaires.
Donc attention, si vous rajoutez des éléments un peu anxiogènes, il est possible qu'effectivement, c'est un doute. Et moi, je pense qu'ils vont quand même le faire. Je pense qu'ils vont utiliser le mois d'août, où tout le monde va être super content de repartir cet été, et ils vont faire comme la réforme de l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'ils vont dire, on l'a fait, mais bien entendu, avec retour à meilleure fortune. Ça rentrera en application lorsque ça ira mieux. Sauf que lorsque vous regardez leurs critères de retour à meilleure fortune, c'est les critères qu'on peut atteindre assez vite. Et donc, vous voyez, on ne sera pas complètement sorti. Donc moi, je pense qu'ils peuvent le faire. On ne peut que partager le souci des plus modestes. Il faut quand même dire que notre répartition, qui est quand même plus élevée que la moyenne des pays de l'OCDE, elle est quand même très très concentrée sur les ménages les plus modestes déjà. C'est eux qui, proportionnellement à leur dernier revenu, touchent le plus. On a remonté le minimum vieillesse, on a fait des efforts, etc. Il faut continuer dans cette voie. Et en fait, ce qui me semble important, c'est pour éviter ce côté anxiogène de ces annonces, c'est justement de dire qu'on va recycler l'épargne qu'ont pu accumuler les plus aisés dans l'investissement productif, car la meilleure protection de nos régimes par répartition, c'est le niveau d'activité économique et le taux d'emploi. C'est ça qui fait le carburant de financement de la répartition. Et donc si on arrive à correctement orienter cette épargne, quels que soient les ménages qui l'ont accumulée, on sert l'économie, on sert l'intégralité de la population, y compris les plus modestes. Ce message doit être martelé pour éviter cette défiance qui pourrait être créée par la nature même du message. L'actualité de cette fin de semaine, c'est également la visite de Joe Biden en Europe, qui commence d'ailleurs sa tournée européenne par un pays qui n'est plus dans l'Union européenne. C'est lié évidemment au G7 qui se déroule en Grande-Bretagne. Mais il y a peut-être aussi un message politique derrière tout ça, Augustin. Oui, le thème, c'est un petit peu la Chine. Hein. Je pense que c'est le thème principal. C'est même le thème annoncé dans le discours que Biden a fait avant de partir au peuple américain sur ce voyage en Europe. Je pense que l'Europe est dans une situation un peu idéale, d'être un peu l'arbitre de ce conflit entre la Chine et les États-Unis. Donc elle doit surtout se garder de s'engager d'un côté ou de l'autre. Et plutôt, il y a clairement un risque de manipulation. Il y a un risque de manipulation des deux côtés. Et je pense que c'est plutôt vis-à-vis de la Chine. Je pense qu'on devrait renforcer nos liens en quelque sorte, au sens où je pense que culturellement, tous les jeunes Chinois ont plutôt toujours voulu aller faire leurs études en Chine, etc. Il y a un travail de rapprochement culturel à faire. Il y a pas mal de Chinois qui viennent faire leurs études à Paris. En Europe. Ça, il faut le renforcer. Ouais, il faut le renforcer. Et puis voilà, du coup, être un peu l'arbitre de ce conflit entre les États-Unis et la Chine, qui a une espèce de bras de fer avec beaucoup d'enjeux symboliques et des risques de dérapage. C'est-à-dire que le risque sur Taïwan, par exemple, il y a des deux côtés un risque de dérapage assez élevé. Donc l'Europe est effectivement dans une situation d'arbitre qu'elle doit exploiter au maximum, y compris économiquement. Alors, j'aime bien quand Augustin parle de l'Europe parce que il se trouve que ce sommet, où ce thème est central, se situe en Grande-Bretagne. En Cornouailles précisément, et que historiquement, même étant dans l'UE, il y a toujours eu un axe transatlantique entre l'Angleterre et les États-Unis. C'est politique, c'est culturel, c'est historique, c'est tout ce que vous voulez, et que avec le Brexit, en fait, cet axe se renforce massivement. Il faut s'attendre à ce que nos anciens partenaires anglais, qui restent partenaires, soient de plus en plus tentés de renforcer leurs liens avec les États-Unis et de leur servir une fois de plus de bras armés pour faire pression sur l'Union européenne dans le sens des intérêts américains dont ils auraient des dividendes. Voilà. Et donc ça, il faut faire très attention à cet enjeu de manipulation. Voilà. Je voudrais rajouter sur ce G7 qu'il n'y a pas que le sujet chinois. Il est central, mais il n'y a pas que le sujet chinois. Pour moi, c'est un G7 qui me rend très optimiste. Alors, ça peut faire sourire, parce que souvent on dit c'est la grand-messe, c'est de la com, tout s'est passé avant, c'est des mesures qui sont à très long terme, pas forcément ni financées, ni structurées, ni d'engagement qu'on est sûr qu'ils tiendront, etc. Mais il y a quand même des sujets qui me semblent avancer dans le bon sens. Et notamment, je voudrais revenir sur celui de la taxation minimum des entreprises multinationales à 15%. Alors entre ceux qui disent c'est trop cher parce qu'ils ont moins de taux d'IS, ceux qui disent c'est pas assez cher parce qu'ils ont plus de taux d'IS comme nous, évidemment c'est un compromis, ça pourra évoluer. Mais je trouve très intéressant que le signal qui est envoyé au marché permette peut-être de rassurer l'humanité sur justement le risque de dérapage lié à cette dépense publique incroyable qu'on a faite depuis le 2008, quoi, pour la faire courte, et qui est le principal risque de déstabilisation qu'on a aujourd'hui et qui serait vraiment un drame mondial. Voilà. Et donc en envoyant ce message-là, on dit on a peut-être une voie
qui permet de contrôler le remboursement de cette dette, de son financement sur le long terme, en régulant un peu mieux l'économie mondialisée, les activités humaines qui se développent dessus. Et finalement, c'est un message de nature à rassurer les marchés, peut-être de nature à rassurer les populations et à éviter qu'on se prenne des chocs qui seraient des chocs liés tout simplement à l'analyse macroéconomique de quand on met des liquidités pareilles sur le marché, on a un risque de créer des déséquilibres considérables, quoi. La taxation des multinationales, c'est un projet réaliste? Alors, on voit bien que c'est quand même une usine à gaz qu'on va mettre en place. Non, attendez, on n'en est pas arrivé au bout de cette histoire. Ça, c'est évident. On connaît à peu près l'idée globale, mais la façon dont ça va se faire d'un point de vue opérationnel, ça, on ne le sait pas. Et quand est-ce que ça va être mis en application, on ne le sait pas. Et même au sein, là, on n'en est qu'au G7. Mais vous voyez, après, quand on va l'ouvrir, y compris en Europe, il y a certains pays qui vont dire non. Parce que, vous voyez, que ce soit les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Irlande, même au sein de l'Europe, donc sans aller chercher d'autres pays de l'OCDE qui risquent aussi de freiner. Donc non, on n'est pas encore arrivé. Mais c'est quand même ça la grande nouveauté. Donc Augustin a dit, voilà, c'est les États-Unis face à la Chine. Bon, mais c'est en fait les États-Unis qui reviennent tout de même. Parce que les États-Unis face à la Chine, on va dire, Trump l'avait déjà mis dans son... Et ça devait être un peu plus même sanglant. Mais c'est plus du bilatéral, c'est on ouvre en multilatéral et on ouvre sur plein de sujets. C'est ça le grand retour de Biden, enfin des États-Unis, c'est sur la fiscalité, sur l'environnement. Donc on revient. Et je reviendrai sur la fiscalité, mais ce qu'a dit Augustin est intéressant. C'est vrai que l'Europe devient, dans la guerre commerciale chinoise, elle devient un peu arbitre. Alors que sous Trump, elle était mise quasiment au même niveau que la Chine, même si elle était moins importante. Mais pourquoi ? Parce qu'on a des excédents commerciaux supérieur à la Chine aujourd'hui. Vous voyez, les excédents, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si on a des excédents, c'est qu'il y a des déficits. Le Royaume-Uni et les États-Unis, leur déficit, c'est les excédents chinois, les excédents japonais et les excédents de la zone euro. Et donc, on devait normalement être en ligne de mire. L'euro, normalement, il devrait être à 1,35 face au dollar, compte tenu de nos excédents. Et donc là, on passe entre les gouttes pour l'instant. Parce que, effectivement, c'est la Chine qui est en ligne de mire. Combien de temps ça va durer ? Je ne sais pas, parce qu'à un moment, les excédents européens vont devenir un problème que les États-Unis vont nous faire remarquer en multilatéral. Et après, pour finir, c'est effectivement, la taxation, c'est bien pour ce qu'a dit Jérôme, c'est-à-dire, oui, comment on va financer tout cela ? Mais c'est bien en termes de façon de faire de la croissance économique, c'est-à-dire, vous voyez, au sein de la zone euro, comment peut-on accepter que les Pays-Bas, l'Irlande ou le Luxembourg soient nos paradis fiscaux ? Comment on peut la dire ? Voilà, qu'on se dise maintenant, il y a un socle qui est un peu supérieur à ce qui est aujourd'hui, ça semble être une bonne idée. Moi, je suis plus optimiste qu'Éric sur le succès de cette mesure, y compris sur ces pays qui sont des moins-disants fiscaux, pour la raison suivante. Les États-Unis nous ont appris au cours des 20 dernières années qu'ils étaient, avec leur souveraineté, capables de lever un impôt mondial sous la forme de taxes fondée par de la réglementation s'appliquant extraterritorialement, c'est FATCA dans le secteur financier, etc. etc. Et l'Union européenne a fini par comprendre que c'était aussi un moyen, et alors on parle de la Hollande comme paradis fiscal, mais la Hollande a été capable de lever des centaines de milliards d'euros et des dizaines de milliards d'euros sur des multinationales numériques à coup d'amende. Voilà. Et donc, il y a un enjeu. En fait, pour taxer, il faut être deux. Il faut quelqu'un qui taxe et il faut un contribuable. Et en fait, comme on a réussi à trouver une voie de souveraineté pour être capable d'infliger des amendes massives, et il y en a qui se sont multipliées ces temps derniers, à ces sociétés qui échappent à l'impôt par leur organisation, finalement, le troc pour revenir dans une normalité peut rencontrer l'adhésion des deux parties, celui qui veut taxer et celui qui se soumet à la taxe. Et je pense ça va prendre du temps, mais qu'on va progressivement arriver à cette normalisation. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà. Augustin, ce projet de taxation des multinationales, Éric nous l'a expliqué assez clairement. Ça va être difficile de se mettre entendre, de se mettre d'accord. Mais la logique derrière est assez imparable. Et puis effectivement, les moyens technologiques pour qu'une entreprise de grosse taille, disons, pourra plus se permettre, sous peine de devenir infréquentable, de faire la paix en quelque sorte avec l'espèce de concert des grandes nations, quoi. Donc ça, je pense effectivement qu'on va arriver vers des solutions. Il y aura des trous dans le filet, des petites entreprises, des entreprises qui échappent un peu au radar, ça existera toujours, mais je pense que les GAFA et puis les grosses entreprises en général vont devoir se mettre dans trouver une sorte de solution raisonnable et raisonnée, et que effectivement l'arrivée de Biden dans le jeu de la négociation permet d'arriver à cette solution-là. Ouais, ça, je pense qu'effectivement, en ce sens, il y a bien un retour du multilatéralisme et d'une forme de capacité à se mettre autour d'une table. Ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Ouais.
Et sur ce multilatéralisme, c'est pour ça que ce G7, pour moi, est un peu atypique et me rend optimiste. Alors, on peut sourire. C'est qu'il y a aussi un énorme volet qui a été annoncé et qui est très très important, qui est l'équité sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a une entente mondiale des puissants qui ont les moyens de fabriquer et de livrer des vaccins, d'augmenter les capacités de production, d'en consacrer une part extraordinairement substantielle, on a parlé d'1 milliard de doses, aux pays qui n'y ont pas accès aujourd'hui, de façon à essayer de rendre cette reprise la plus homogène possible, même si on sait déjà qu'ils auront au moins 1 an de retard, une fois qu'on aura fait démarrer ces livraisons de vaccins. Et je trouve que c'est pour une fois un message positif sur la mondialisation qu'on peut envoyer au monde entier, y compris aux populations les plus précaires. Ça me rend fondamentalement optimiste. Ouais, le geste fort du G7 pour la vaccination des pays émergents, il y a une volonté évidemment d'aider ces pays. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi d'éviter individuellement des actions de soft power ? Bon, j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais, hein. Mais bien sûr que c'est toujours facile, une fois qu'on a bien mangé, de dire, allez, bon, il y a du rab, je te le prête. On aurait préféré qu'ils partagent le plat tout de suite. Bon, alors, ils le font au moment du dessert, ils ont bien mangé. Bon, c'est peut-être un peu tard, mais ok, mieux vaut tard que jamais. Mais je pense qu'ils ont aussi compris, enfin, on a compris, que c'était une pandémie. Vous voyez, une pandémie, vous voyez, si vous vaccinez que chez vous, ça ne sert strictement à rien parce que le virus va circuler ailleurs dans le monde. Les chaînes d'approvisionnement peuvent aussi, du coup, être pénalisées. Et puis, le virus peut revenir avec une forme un peu différente chez vous. Donc, de toute manière, y compris d'un point de vue complètement égoïste, il est aussi important finalement de faire taire ce virus à jamais, enfin en tout cas le faire en sorte qu'il soit le plus faible possible. Et donc c'est aussi de l'intérêt, et c'est pas que ça y est d'un coup je découvre qu'il y a d'autres personnes, c'est aussi de leur intérêt maintenant qu'ils ont bien vacciné ou qu'ils sont quasiment à l'immunité collective, d'essayer aussi de vacciner tout le monde. Mais Augustin, est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie diplomatique et politique ? On a vu la Russie distribuer des vaccins, la Chine l'a fait également pour, c'est ce que je disais, du soft power. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté du G7 de rééquilibrer un petit peu la donne ? Oui, enfin, il y a clairement il n'y a pas que des motivations sanitaires. Oui, bien sûr, mais c'est de bonne guerre. Hein. Mais effectivement, il y a un enjeu complètement idéologique sur quel vaccin on prend. En Asie, est-ce que vous prenez le vaccin chinois ou le Pfizer ou un autre ? Donc il y a bien, évidemment, quelque chose de l'ordre de l'affichage d'une force technologique et d'une efficacité technologique. Ouais. Autre sujet du G7, c'est la question environnementale aussi qui est officiellement sur l'agenda. Les Europes vraiment poussent cette question, ça fait partie, c'est l'ADN de notre plan de relance. Oui, alors une raison, alors il y a 2 bonnes raisons. Il y a évidemment la raison fondamentale on doit maîtriser la trajectoire climatique pour éviter un sinistre. Et puis il y a évidemment une raison plus cynique qui est qu'on pense, en tout cas l'Union européenne pense, qu'elle peut avoir une certaine avance technologique et compétitive sur les sujets qu'elle pousse. Et tout l'enjeu dans ce genre de choses, c'est à quelle vitesse est-ce que vous mettez sous contrainte vos économies, vos acteurs de production, vos ménages, vos entreprises, vos administrations, en les obligeant à évoluer suffisamment vite pour qu'elle gagne cet avantage compétitif, qu'elle l'exploite et qu'on atteigne l'objectif climatique qu'on souhaite obtenir, sans pour autant les planter, c'est-à-dire pénaliser leur compétitivité en les taxant trop, quoi. Voilà. Et donc cet enjeu de vitesse à laquelle vous introduisez la contrainte est probablement un des enjeux les plus importants pour les gouvernements aujourd'hui, et très bien si on continue à en parler en multilatéral, puisque ça ne peut aussi se faire que s'il n'y a pas de passagers clandestins dans ce mouvement de pression croissante sur les acteurs économiques. Et côté américain, on a fait un pas considérable entre Donald Trump, qui il y a quelques années sortait de l'accord de Paris, et Joe Biden, qui va participer à un G7 où il sera question de l'urgence climatique. Pour moi, c'est ça la vraie rupture entre la grosse rupture, parce que finalement, le fait de faire beaucoup d'impulsions budgétaires, Trump l'avait fait avant. Le fait d'avoir la Chine dans la guerre commerciale, c'était un peu fait. Alors, bien sûr, c'est fait sur la forme de façon complètement différente, mais sur le fond, la grosse rupture, pour moi, c'est l'environnement. C'est effectivement de prendre conscience que, attention, peut-être que, vous voyez, quand on regarde les projections, peut-être que le PIB américain ne sera pas impacté dans les années à venir par le réchauffement climatique. C'est ce que nous disent quasiment toutes les études, mais c'est pas ça
l'important. L'important, c'est attention, le réchauffement climatique est en train d'avoir pourrait avoir des effets vraiment désagréables dans tout le sud de la planète, et donc des flux migratoires gigantesques, et donc finalement le problème revenir par la gestion de ces flux migratoires. Donc c'est un bien public universel, cet environnement. On ne peut le résoudre que tous ensemble par bien sûr un prix du carbone, et dès que vous mettez un prix du carbone, il va falloir que ça soit négocié, il faut mettre des taxes carbone aux frontières, il va falloir qu'on négocie, il va falloir faire des énormes plans d'investissement dans la transition écologique. Tout ça doit se faire de façon concertée et en aidant aussi, comme pour le vaccin, des pays plus modestes qui n'ont pas les moyens de le faire. Augustin, ce sera le mot de la fin. Vous pensez, comme Jérôme, que l'Europe a une vraie carte à jouer sur la question de la transition écologique ? Disons, c'est un pari. C'est le pari qu'en s'alignant et en développant des technologies qui permettent aux entreprises de s'aligner, finalement, on va pouvoir les revendre plus tard à ceux qui seront un peu en retard et qui devront s'aligner. Donc il y a bien l'idée d'être un peu pionnier sur ce sujet. C'est un pari au sens où, effectivement, ça repose sur l'idée qu'on va être dans le scénario où on décarbonise et on est neutre en 2050 ou un peu avant. Ce scénario, effectivement, on y a avancé à grands pas, y compris sous Trump. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle toutes les grandes entreprises ont dû produire un discours très structuré sur ce qu'elles anticipent de faire dans les 20 ans qui viennent. Et finalement, Trump n'a pas changé grand-chose à ce mouvement. Peut-être même au contraire, ça a responsabilisé un peu une forme de multilatéralisme privé, pas des États, mais il y a un discours un peu commun des entreprises sur ce sujet. Ouais. Merci beaucoup, Augustin Londier, professeur à HEC, co-auteur des 10 idées qui coulent la France aux éditions Flammarion. Merci à vous également, Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, co-auteur de Une autre voie est possible vers un modèle social écologique aux éditions Flammarion, Champ Actuel. Jérôme Dédéian, merci aussi, président de Mon Partenaire Patrimoine, associé du site toutsurmesfinances.com. Les experts reviennent lundi à 9h, ce sera avec Nicolas Dose.